Bonjour à tous. Dans cette présentation consacrée à l'imagerie de la maladie thromboembolique pulmonaire chronique, en 15 minutes, je pense qu'il faut faire des choix. Le choix sera celui de l'imagerie pour le diagnostic de cette pathologie. Et comme nous l'avons vu dans la présentation précédente, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'hypertension pulmonaire, deux techniques sont à considérer, la scintigraphie et l'angioscanographie thoracique, dont les attendus sont superposables, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'hypertension pulmonaire. L'objectif est ensuite de présenter dans des algorithmes décisionnels l'utilisation de ces techniques pour la prise en charge des patients suspects d'hypertension pulmonaire. Nous utiliserons effectivement le contexte des CITEF et non pas l'obstruction chronique sans hypertension pulmonaire dans cette présentation. 2015 à 2021, il se passe du temps qui permet de comprendre qu'il y a une évolution des techniques d'imagerie. Il y a aussi une évolution des pratiques au quotidien. Et l'objectif de cette présentation est d'essayer de mettre en perspective les techniques d'imagerie dont le but est double, c'est d'utiliser la meilleure rentabilité diagnostique qu'elles peuvent offrir avec une irradiation maîtrisée dans cette approche étiologique. En matière de scintigraphie de ventilation-perfusion, comme vous le voyez dans l'algorithme des guidelines de 2015, mais également dans l'algorithme qui est proposé par les experts de la task force et récemment publié, la scintigraphie de ventilation-perfusion est clairement en première ligne. Et ce que l'on va voir en matière de scintigraphie, en matière d'évolution technologique, peut se résumer à ces quelques diapositives. La technique classique est la scintigraphie de ventilation perfusion planaire, où on a dans des orientations, dans des incidences superposables, la distribution des traceurs en ventilation et en perfusion, avec l'objectif d'identifier, comme ici, des défects de perfusion alors qu'il n'y a aucune anomalie ventilatoire. Et les mismatchs de ventilation-perfusion sont la pierre angulaire de l'approche diagnostique de l'obstruction de la circulation pulmonaire. L'évolution de la technologie est le SPECT, qui est très répandu en Europe, beaucoup moins aux États-Unis, où on a finalement la même chose que la scintigraphie planaire, mais il y a des plans de coupe comme des tomographies qui permettent d'éviter les superpositions inhérentes à la technique précédente et d'identifier de manière plus précise les mismatchs donc de ventilation-perfusion. Ce spectre peut se compléter d'un scanner thoracique, comme illustré ici, à faible dose, sans injection. L'objectif étant d'essayer de voir s'il y a des anomalies structurelles dans les territoires de parenchyme pulmonaire qui sont sans perfusion sur la scintigraphie. Qu'est-ce qu'on attend de la scintigraphie? On attend d'exclure l'obstruction de la circulation pulmonaire dans un bilan d'hypertension pulmonaire. Et donc, normal, elle exclut quasi à 100% cette cause à l'hypertension. Sinon, c'est l'identification de mismatch de ventilation-perfusion et ces anomalies requièrent de réaliser une imagerie morphologique de la circulation pulmonaire parce qu'il va falloir rechercher la cause à l'obstruction de la circulation pulmonaire. Parce qu'en effet, comme le rappelle cette diapositive, si l'embolie pulmonaire est en tête de liste des mismatchs de ventilation-perfusion, il y a d'autres étiologies possibles. Et bien entendu, une imagerie fonctionnelle n'a pas la possibilité d'orienter vers l'une ou l'autre de ces étiologies. Alors, je reprends les diapositives précédemment montrées des guidelines 2015, de l'ERJ 2020, pour voir que la scintigraphie est en première ligne. Et pourtant, des articles comme celui-ci alertent sur le fait qu'entre les recommandations et la vraie vie, pourrait-on dire, il y a de grandes différences, puisque vous voyez que dans la colonne, dans la ligne de scintigraphie, qu'on considère des centres académiques ou des centres de premier niveau, le chiffre de patients qui sont adressés à la scintigraphie ventilation-perfusion n'est pas un chiffre de 100%. Il y a donc des différences entre les propositions d'experts et les prises en charge. La deuxième technique dont je voudrais vous parler, celle de l'angioscanographie thoracique, qui va permettre d'avoir accès à une sémiologie extrêmement riche
d'obstruction chronique de la circulation pulmonaire que l'on va pouvoir rechercher au niveau d'artère pulmonaire centrale, comme vous le voyez ici, avec la pierre angulaire de ce diagnostic étiologique, c'est la sténose d'une artère pulmonaire chroniquement obstruée, qui peut être complètement obstruée ou qui peut être, comme ici, partiellement recanalisée. La sténose et la rétraction des artères pulmonaires, ça se voit également très bien sur les artères segmentaires et sous-segmentaires, comme dans cet autre exemple, simplement par comparaison au diamètre de la bronche homologue. Et les images pulmonaires sont ici beaucoup plus informatives que les images en constante médiastinale. L'angioscanner donne l'approche également à la circulation systémique de suppléance, qui peut être aux dépens des artères bronchiques, comme vous le voyez ici, mais également aux dépens d'un certain nombre d'artères systémiques non bronchiques qui vont pouvoir rentrer dans le thorax par l'intermédiaire d'une symphyse pleurale. Le scanner donne accès aux cavités cardiaques qui peuvent donner des informations relatives à la dysfonction du ventricule droit et également le parenchyme pulmonaire qui, outre les signes de redistribution vasculaire, va permettre également de voir des séquelles d'infarctus pulmonaire qui ont pu antérieurement réaliser. Et si l'angioscanner est réalisé en double énergie, on rajoute, ce qui est illustré par cette observation, des défects de perfusion que l'on retrouve sur cette imagerie complémentaire à l'imagerie morphologique, défects de perfusion typiques de type embolique parce que à base périphérique, à sommet hilaire, ayant tous une systématisation sur la distribution artérielle pulmonaire. L'imagerie de perfusion que vous voyez ici, elle est complémentaire à l'imagerie morphologique dans les embolies chroniques centrales, mais elle participe plus au bilan pré-thérapeutique que réellement au bilan diagnostique, car les signes vasculaires sont autant d'arguments pour le diagnostic étiologique de cette obstruction chronique. Par contre, quand on a affaire à des thromboembolie chronique distale, hein, comme vous le voyez ici, avec ces artères sous-segmentaires, il devient beaucoup plus évident d'approcher le diagnostic de thromboembolie chronique grâce à l'imagerie de perfusion, qui ensuite fait réanalyser les images morphologiques classiques et retrouver tous les signes de sténose et de rétraction des artères pulmonaires multifocales. Donc, il y a une complémentarité très claire pour la thromboembolie chronique. Quelle valeur diagnostique à l'angioscanner pour le bilan d'une CITEF? Cette méta-analyse est souvent présentée. On va pouvoir réutiliser les signes en mettant en avant les différences qu'il y a entre les techniques, on va dire, de routine et les chiffres de sensibilité et spécificité que vous voyez ici. Attention, il y a 11 études de 2007 à 2013 et 2007, c'est une technologie qui n'a plus cours actuellement, qui n'existe plus sur le marché. Donc, ça permet de comprendre que les chiffres soient très différents lorsqu'on considère l'autre ligne des techniques prometteuses de scanner, c'est-à-dire des techniques qui actuellement sont largement distribués sur le marché de l'imagerie médicale. Et ce qui est intéressant de voir, car là les chiffres sont complètement différents et sont encore meilleurs si vous considérez l'approche diagnostique selon la qualité de l'angioscanographie, et il est clair qu'en 2021, les angioscanners sont tous de bonne à très bonne qualité et qu'on se situe clairement dans des chiffres très élevés de sensibilité et de spécificité. Qu'en pensent les experts de la task force? J'ai extrait quelques éléments de cette publication. Donc, un angioscanner de bonne qualité, c'est suffisant pour un diagnostic de CITEF proximal, en insistant sur le fait, c'est toujours vrai, qu'un scanner négatif, même de bonne qualité, n'exclut pas une CITEF périphérique. Et là, on a vu la complémentarité avec la scintigraphie si on a fait un scanner en simple énergie. Que pensent à nouveau les experts de la task force pour l'imagerie en double énergie? Il lui trouve de nombreux avantages théoriques sur la scintigraphie, un certain nombre de points négatifs qui pourraient être discutés et qui sont discutables, mais certainement celui-ci est à retenir, c'est qu'il n'y a pas encore de validation à large échelle de cette technologie, mais en sachant, et c'est la précision que je voudrais apporter, c'est qu'il ne faut pas comparer scintigraphie contre perfusion en scanner seul, parce que le scanner qui donne la perfusion donne aussi l'imagerie morphologique et que c'est un package global qui a bien entendu une puissance très supérieure que si l'on ne, par rapport à celle d'une simple imagerie morphologique. Donc, stratégie diagnostique et irradiation, puisque je vous ai dit que nous sommes dans une ère où il faut maîtriser l'irradiation.
L'option 1, on fait une scintigraphie de ventilation-perfusion en utilisant les techniques les plus récemment utilisées, en tous les cas actuellement répandues. On a une irradiation de 3 à 5 millisieverts et un angioscanner de simple énergie, c'est cette dose-là. Donc, vous faites un bilan de diagnostic étiologique pour une dose de 6 à 8 millisieverts. Si vous travaillez en scanner double énergie, vous pouvez sans aucune difficulté ne pas utiliser l'étape scintigraphique et vous voyez qu'il y a une réduction de dose considérable à travailler avec les techniques actuelles de scanner les plus performantes. Je rajoute que les chiffres que j'emprunte pour la scintigraphie sont ceux extraits d'une publication récente qui utilise tout organe confondu mais qui rapporte des éléments sur l'irradiation pour les examens à visée thoracique. Je voudrais finir cette présentation par un cas clinique pour illustrer un autre élément pratique dans cette approche. Nous avons une personne de 78 ans, vous voyez défiler l'angioscanner. C'est une dame qui se présente après une histoire de 2 jours de dyspnée et de douleur thoracique et vous avez vu passer, on va les revoir passer, la cause de sa dyspnée avec de nombreux thrombus que l'on va voir dans la circulation artérielle pulmonaire droite et gauche. Donc cette personne va avoir un diagnostic d'embolie pulmonaire aiguë. On regarde, on compare le tronc pulmonaire et l'aorte, rien de bien particulier, et on voit une dilatation claire du ventricule droit sur cet angioscanner. Elle est revue 1 an plus tard. Elle est revue 1 an plus tard, adressée pour un bilan étiologique d'hypertension pulmonaire. C'est une hypertension pulmonaire qualifiée de précapillaire puisqu'elle est adressée au scanner après le cathétérisme cardiaque droit. Et 1 an plus tard, on va pouvoir dire, en comparant les images homologues, qu'il y a clairement une disparition des thrombus précédemment observés. On va voir également que le tronc pulmonaire a la dimension qui n'a pas particulièrement changé. Et on va voir particulièrement se mettre en évidence la dilatation du ventricule droit avec un épaississement du myocarde ventriculaire droit qui témoigne d'une dysfonction VD avec déjà une certaine ancienneté. Et si on utilise tout le panel sémiologique qu'il y a sur l'angioscanner fait à cette deuxième étape, plus l'imagerie de perfusion dont vous pouvez apprécier la qualité d'identification des défects de type embolique, on aboutit sans problème au diagnostic de CITEF et un coup d'œil particulier au parenchyme pulmonaire où on voit lors de ce bilan une imagerie claire, une sémiologie claire de perfusion en mosaïque. Et si vous regardez le scanner de l'année précédente. Bien entendu, la qualité n'est pas la même et la patiente était beaucoup moins bien sur le plan clinique. L'inspiration n'est pas la même, mais on devine très bien, on peut même l'affirmer, l'existence déjà à cette époque d'une perfusion en mosaïque. Donc on peut dire qu'à l'époque, elle n'a pas une simple embolie pulmonaire aiguë, elle a une embolie pulmonaire aiguë sur thromboembolie chronique. Et cette sémiologie très riche d'obstruction chronique de la circulation pulmonaire. Vous la voyez listée ici dans cet article qui est intéressant parce qu'il pondère la valeur diagnostique de ces signes et je voulais signaler dans les premières diapositives, la rétraction artérielle pulmonaire est un signe extrêmement fort pour l'obstruction chronique de la circulation pulmonaire et sur les images parenchymateuses, la perfusion en mosaïque est également quelque chose de très important car quasi complètement inexistant dans le contexte d'une embolie pulmonaire aiguë. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces difficultés pour le diagnostic de la thromboembolie chronique sur les scanners? Je vous signale cet article récent pour les commentaires qu'il fait. Quand on a l'habitude de travailler dans la pathologie vasculaire pulmonaire, tous ces signes de thromboembolie chronique sont identifiables et sont identifiés. Par contre, quand on en a moins l'habitude, vous voyez qu'il montre bien que la description sémiologique décrit les signes, mais la conclusion n'est pas faite. Pourquoi elle n'est pas faite? On peut se poser cette question parce que l'embolie pulmonaire aiguë, tout le monde en parle, tout le monde la diagnostique, il n'y a pas de problème particulier, mais la thromboembolie chronique, il y a la connotation de maladies rares, ce qui est vrai, de maladies complexes, ce qui est vrai, mais c'est une maladie accessible en première ligne et il y a bien entendu du travail de démystification de cette pathologie pour une meilleure rentabilité diagnostique sur nos scanners actuels. Un petit clin d'œil pour les cliniciens, car dans cet article, ils disent bien que le radiologue qui va lire l'angioscanner, ça peut être intéressant de savoir dans la demande d'examen qui lui a été faite que le patient a eu une maladie thromboembolique dans ses antécédents.
Si on a des difficultés à identifier ces signes ou si on sait qu'il existe une certaine réticence à conclure, on peut se poser la question d'utiliser des outils qui sont actuellement tout à fait en vogue et qui rentrent dans nos pratiques, en tous les cas qui sont en train de se développer, sont des outils d'intelligence artificielle et à l'instar de ce qui est proposé ici dans cette stratégie de dépistage de l'hypertension artérielle pulmonaire, pour la CITEF, on pourrait également utiliser le même type d'approche complémentaire à l'analyse visuelle dès lors qu'on a moins l'habitude de voir ce genre de pathologie et ainsi alerter sur la possibilité de ce diagnostic étiologique qui, bien entendu, est à prendre en charge dans les meilleurs délais pour éviter ces longs intervalles libres entre le début des symptômes et les diagnostics in fine portés pour ces patients. Donc, je conclurai par ces quelques éléments. Il y a une évolution des techniques d'imagerie et en tant que radiologue, je pense qu'il est extrêmement important que nous partagions, nous radiologues et vous cliniciens, ces évolutions technologiques parce que sinon nous restons dans des rails parallèles et nous n'améliorons pas les prises en charge des patients qui nous sont confiés. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un intérêt croissant vers la TDM double énergie comme alternative à la scintigraphie parce que cette technique scanner a des performances diagnostiques extrêmement puissantes, parce qu'elle participe non seulement au diagnostic, mais également au bilan préthérapeutique, et que nous devons avoir en tête non seulement les doses d'irradiation que je vous ai déjà commentées, mais également le souhait tout à fait affiché d'éviter des explorations redondantes. Et il y a encore du travail et des discussions à mener ensemble pour ces prises en charge optimisées. Enfin, la dernière observation montrait ce point pratique. L'identification de la maladie thromboembolique chronique ne doit pas être réservée à des super experts. Elle fait partie des diagnostics qui doivent être faits au quotidien. Il y a besoin de formation médicale, de démystification, je vous en ai parlé tout à l'heure, en tous les cas dans notre communauté, et puis de participer au développement, aux tests d'algorithmes d'intelligence artificielle qui pourraient être des aides indiscutables pour les prises en charge en première ligne de ces pathologies. Voilà la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et serai tout à fait disponible pour répondre à vos questions.